Dans la continuité de l'exposé de Rémi Slama, qui a abordé l'approche épidémiologique, je voudrais replacer la problématique perturbateur endocrinien telle qu'elle vous a été présentée ce matin dans le cadre d'un certain nombre d'études, justement de cohortes mère-enfant, et y faire sinon une approche critique, en tout cas de soulever un certain nombre d'interrogations. Tout d'abord, je voudrais préciser que la question des propriétés hormonales des substances chimiques de synthèse ne date pas d'hier. Dès 1938, l'effet estrogénique du bisphénol A est connu, celui du DDT dans les années 50, celui du chlordécone dans les années 60, et qu'il y a un corpus de connaissances entre les années 60 et les années 80 extraordinairement important sur les substances chimiques et leurs propriétés hormonales. Cependant, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'utilisation du terme perturbateur endocrinien ou perturbation endocrinienne. Et ce terme est apparu sous la forme de concept, et non pas de définition, mais sous la forme de concept en 1991, à la suite d'une réunion d'un certain nombre de scientifiques, essentiellement américains. Lors de cette conférence, il y a eu la rédaction d'un texte qui est accessible, et à sa lecture, on se rend compte que les auteurs de ce concept mettent l'accent particulièrement sur les fenêtres critiques de développement, et en particulier sur la période de la grossesse et du développement précoce, en pensant que justement ces substances dotées de propriétés hormonales peuvent avoir un tel impact qu'elles peuvent conditionner la survenue d'événements de santé, non seulement au cours de cette période précoce de développement intra-utérine, mais également lors de la vie postnatale. Autrement dit, dès l'apparition donc du terme perturbateur endocrinien par ses auteurs en 1991, non pas exclusivement, mais en tout cas, ils portent une attention particulière sur ce développement, et donc la cible principale, c'est la femme enceinte, l'embryon, le fœtus, et d'une façon plus globale, ce qu'on appelle l'unité fœtoplacentaire. Quelques années après, un certain nombre de scientifiques européens, partant du constat que nombreuses de ces substances, donc qu'on appelle perturbateurs endocriniens, ont des propriétés estrogéniques, ont affirmé ou ont dit que voilà, finalement, on se trouve dans une situation où la population humaine, entourée d'une myriade de substances estrogéniques, eh bien, c'est comme si nous vivions dans une mer virtuelle d'estrogènes. À cette vue, on pourrait opposer un autre aspect, c'est que la femme enceinte, c'est une mer d'estrogènes, MER. Nous connaissons tous très bien le processus de sécrétion d'estrogène et de progestérone. Et donc, on pourrait avoir aussi un autre point de vue, c'est que finalement, cette myriade de substances auxquelles nous sommes exposés, à des doses environnementales, et j'écarte les situations d'exposition aiguë, accidentelle, eh bien finalement, ce ne serait que quelques petites gouttes. Donc, vous voyez, il y a deux façons de positionner le problème, et ça fait toujours débat de nos jours. Néanmoins, j'utilise parfois cette image auprès des étudiants, c'est que le processus de développement est un processus complexe qui est unique pour chacun d'entre nous, et entre le moment de la conception et finalement les dernières étapes de notre vie, eh bien c'est une sorte de voie ferrée, et pour chacun d'entre nous, il y a une voie privilégiée, par exemple celle qui est soulignée en rouge. Mais voilà un perturbateur endocrinien, même si ce n'est que quelques gouttes, ça pourrait être un petit caillou qui, à l'image d'une église déformée, nous fait changer totalement l'aiguillage et donc finalement la gare d'arrivage et donc peut-être les pathologies qui s'en suivent. Alors, très rapidement, lorsqu'on veut étudier des événements dans un processus dynamique qui commence dès la conception, la grossesse, le développement, il y a des approches qu'on appelle transversales, où à un moment donné, on regarde ce qui se passe en termes d'exposition, d'événements de santé, ce que j'ai mis comme lettre M. Il peut y avoir des approches
cas témoins, cela a été évoqué, c'est-à-dire que cette fois-ci, on fait une évaluation rétrospective de l'exposition avec toutes les limites que cela comporte. Et bien sûr, idéalement, même si c'est le plus complexe, le plus coûteux, mais c'est aussi le plus performant, c'est avoir une vision prospective. Et plus notre curseur est à gauche, c'est-à-dire au début du développement, eh bien plus on va avoir un angle de vision performant à fur et à mesure que la vie se développe. Et bien entendu, c'est ce qu'on appelle les approches de cohorte prospective, qui peuvent être d'ailleurs combinées par des mesures supplémentaires d'exposition transversale, voire par des cas témoins nichés, comme cela a été évoqué tout à l'heure. Alors je vais vous parler de 2 cohortes que nous coordonnons, nous suivons donc dans une unité INSERM de Rennes. La première, la cohorte Pélagie, constituée d'un peu plus de 3000 femmes, dont les inclusions ont eu lieu au cours du premier trimestre de grossesse sur la période 2002 et 2006. Bien entendu, des enfants sont nés et nous les avons suivis à la naissance, à l'âge de 2 ans, à l'âge de 6 ans. Et actuellement, nous poursuivons sur l'ensemble de la cohorte un suivi global entre 9 et 16 ans, ponctuel, et puis un plus spécifique à 12 ans. Afin de pouvoir estimer les expositions, bien sûr, différents outils, qu'il s'agisse de questionnaires, de systèmes d'information géographique, mais aussi de mesures de l'exposition interne. Pour cela, des prélèvements ont été réalisés, des urines maternelles, des échantillons de placenta, du sang de cordon, des urines chez les enfants à l'âge de 6 ans et du sang veineux à l'âge de 12 ans. La deuxième cohorte dont je vais vous parler, c'est la cohorte Timoun qui se déroule en Guadeloupe, constituée d'un millier de femmes, incluses entre 2004 et 2007, mais cette fois-ci au cours du 3e trimestre de grossesse. Là, ici, un suivi qui va de la naissance jusqu'à un processus de 11 à 13 ans qui a actuellement lieu en cours par différentes étapes. Et puis, vous voyez un ensemble de prélèvements, de sang maternel, de cordon, lait maternel, etc. Alors, une cohorte, comme cela a été dit un instant par Rémi Slama, permet effectivement, comme un accélérateur de particules, je veux dire, d'aborder énormément de choses. Et effectivement, on peut étudier des facteurs économiques, sociodémographiques, psychosociaux, génétiques, modes de vie, professionnels, infectieux, physiques et chimiques. Toutes ces problématiques, il faut bien savoir qu'elles rentrent dans le cadre de la problématique des origines développementales des maladies, théorie qui a été mise en place à la fin des années 80 par Becker et qui est l'objet maintenant de nombreux travaux et pour un certain nombre de choses, cette hypothèse et cette théorie en tout cas se confirment. Mais la problématique des perturbateurs endocriniens, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Eh bien, c'est un sous-groupe, puisque si on se focalise sur ce qu'on conceptualise ou qu'on définit de perturbateurs endocriniens, d'abord on va se focaliser, même si ce n'est pas toujours le cas, sur les substances chimiques de synthèse, et l'autre particularité, c'est d'avoir un mode d'action hormonal au sens large du terme, quelle que soit l'interaction, estrogène, transporteur, etc., enfin, récepteur, transporteur, etc. Pour illustrer cette problématique, je ne vais que citer qu'un événement de santé qui a été étudié dans cette cohorte, qui préoccupe actuellement beaucoup, et avec raison, c'est l'impact de ces substances chimiques sur le neurodéveloppement. Et donc, je vais faire également le focus sur un certain nombre de substances qui ont été étudiées au sein de ces cohortes. Dans le cas de la cohorte Pélagie, je vais vous parler des éthers de glycol, des insecticides organophosphorés, les insecticides qui ont dans ce cas-là, comme toxicité de première intention, l'inhibition de l'acétylcholinestérase, les insecticides de type pyréthrinoïde, et dans le cas donc de la cohorte Timoun en Guadeloupe, d'un polluant persistant qui contamine l'ensemble de la population de nos jours et qui est le chlordécone. Alors, nous avons estimé dans ces deux cohortes l'impact de ces différents polluants sur le neurodéveloppement à l'aide d'un ensemble de tests sur le plan cognitif et moteur, classiquement admis dans la littérature et qui sont cités en dessous. Alors,
Simple rappel, mais cela a déjà été évoqué, gardons bien à l'esprit que l'épidémiologie ne permet pas de mettre en évidence ou d'infirmer un mode et ou un mécanisme d'action, que les observations, par contre, qu'on obtient peuvent être confrontées aux données toxicologiques existantes et à ce qui est connu en termes de physiopathologie de l'événement de santé étudié, c'est-à-dire la plausibilité biologique des associations. Alors prenons le premier cas d'exposition prénatale aux solvants éthers de glycol et le neurodéveloppement à l'âge de 16 ans. Nous avons utilisé comme mesure d'exposition 5 métabolites différents et nous avons observé pour 2 d'entre eux, le premier, le PHAA, qui est le métabolite d'un éther de glycol extrêmement fréquent dans les produits cosmétiques, qui avait une association à un moins bon score d'un test estimant la compréhension verbale, et que pour un autre métabolite, eh bien, il y avait une association avec un moins bon score d'un autre test neurodéveloppemental, dans ce cas-là, les fonctions visospatiales. Alors, éther de glycol ou pas éther de glycol? Pardon, perturbateurs endocriniens ou pas? Eh bien, tout d'abord, les éthers de glycol sont très souvent rapportés comme des perturbateurs endocriniens. Il suffit que vous alliez sur Internet, que vous consultiez les grands sites américains en particulier, d'associations ou autres sur les perturbateurs endocriniens, et les éthers de glycol vont apparaître en première ligne, avec bien d'autres, mais comme ces substances. Pour autant, il n'existe aucune donnée soutenant une propriété hormonale quelconque pour les éthers de glycol impliqués dans les observations décrites ici. Il n'y a que pour un métabolite, qui est le MAA, qui n'a pas été trouvé dans cette étude associée à ces événements de santé, effectivement, un certain nombre de travaux montrant sa capacité à augmenter l'expression des récepteurs androgènes ou bien un certain nombre d'effets estrogéniques. Prenons un deuxième cas, l'exposition pré- et postnatale aux insecticides organophosphorés et le neurodéveloppement à 6 ans. Alors, avec des mesures prénatales faites dans les urines de l'ensemble de métabolites non spécifiques mais assez représentatifs de beaucoup de ces organophosphorés, on observe une absence d'association pour l'ensemble des métabolites, mais pour un sous-groupe, ce qu'on appelle les diéthylalkylphosphates, eh bien, on observe un effet inattendu. C'est non pas un moins bon score, mais un meilleur score estimant la compréhension verbale. Néanmoins, lorsque on mesure transversalement à l'âge de 6 ans, ces mêmes métabolites, cette fois-ci chez les enfants à 6 ans, eh bien, on observe, par contre, toujours pour ces diéthylalkylphosphates, une réduction du score estimant la mémoire de travail. Donc, vous voyez, il n'y a pas tout à fait la même convergence entre la mesure prénatale et la mesure postnatale. Peu importe. Globalement, certains de nos résultats convergent avec ceux observés dans d'autres cohortes et je pense qu'il y a un corpus d'évidence qui montre qu'effectivement, les expositions prénatales aux organophosphorés mesurées par les dialkylphosphates sont plutôt associées avec des moins bons scores du neurodéveloppement. Là aussi, les organophosphorés, vous allez le voir, sont très souvent considérés comme des perturbateurs endocriniens, y compris dans les évaluations de coûts qui ont été évoquées tout à l'heure. Mais lorsqu'on regarde de près, parmi les organophosphorés, seul le chlorpyrifos, dont son principal métabolite est le trichloro-2-pyridinol, et qui n'a pas été mis en évidence dans cette étude, dans de nombreuses autres études, et dans une moindre mesure quelques autres, comme le malathion et le monocrotophos, qui sont des organophosphorés non autorisés en France, et je crois bien qu'au niveau européen, ont été associés à des propriétés hormonales. Donc voilà, on a quelques molécules où on a des informations certaines et une extrapolation qui est faite à l'ensemble d'une famille chimique qui a en commun, comme je vous le disais, la toxicité initiale intentionnelle d'inhibiteur de l'acétylcholinestérase qui est utilisée effectivement dans son pesticide comme insecticide. Pour les pyrétrinoïdes, nous avons fait le même type d'études. Pour une mesure d'exposition prénatale, pas d'association, mais par contre, des associations avec des mesures transversales à l'âge de 6 ans entre la mesure de certains métabolites,
dont un spécifique de la deltamétrine, et des moins bons scores de tests estimant la compréhension verbale et la mémoire de travail. Alors là, on est dans un autre cas de figure où pour de nombreux pyréthrinoïdes, c'est vrai, des propriétés estrogéniques, antiestrogéniques, antiandrogéniques, antithyroïdiennes ont été décrites, in vitro ou in vivo, mais restent quand même controversées. Par exemple, l'absence de réponse à des tests, alors cela peut être critiquable, test OCDE classique pour les perturbateurs endocriniens, qui est le test thyrotropique par exemple, ou bien d'autres. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments, mais il y a encore de la controverse. Et finalement, on arrive à une quatrième situation, cette fois-ci on se déplace à la Guadeloupe, où là, l'exposition prénatale mesurée par sa concentration dans le sang de cordon au chlordécone est associée à des réductions de score à l'âge de 7 mois, que ce soit la préférence pour la nouveauté ou motricité fine. On réobserve ces mêmes effets à l'âge de 18 mois. On met également en évidence une diminution de la TSH à l'âge de 3 mois, TSH qui est associé au score de motricité, mais qui n'intervient pas dans l'association entre chlordécone et motricité. Donc on a deux cheminements différents. Et là, ces résultats, on les confronte à une situation où les propriétés hormonales du chlordécone sont unanimement reconnues. Et le nombre de travaux in vitro, in vivo, de tests réglementaires, tests non réglementaires qui confirment le caractère hormonal de cette molécule est assez important. Alors, j'arriverai à ma discussion conclusion. Les observations provenant de ces cohortes, effectivement, globalement, même s'il y a encore des incertitudes, confortent l'hypothèse de l'origine développementale des troubles du neurodéveloppement, même si la traduction clinique de ces associations et ses conséquences sur le long terme restent à établir. Effectivement, exposition à des polluants environnementaux et troubles du développement neurologique. Mais soutiennent-elles l'hypothèse d'un mode d'action perturbateur endocrinien? Alors, dans l'état actuel des connaissances, les propriétés hormonales des substances que je viens d'évoquer sont quand même assez disparates. Pour les éthers de glycol, l'état de connaissance, bien sûr, c'est l'état de connaissance que je vous rapporte, fait que le niveau d'évidence en tant que perturbateur endocrinien est particulièrement faible. Pour les organophosphorés, il existe, mais pour un nombre limité de molécules, et très spécifique. Pour les pyrétrines, effectivement, il est élevé, mais il fait l'objet de controverses. Et dans le cas du chlordécone, la plausibilité ou le niveau d'évidence est élevé et non controversé à ce jour. Et finalement, sous forme de question, c'est plus l'interrogation que je me pose, que je pose à tous, c'est quand bien même les propriétés hormonales seraient définitivement établies pour l'une de ces substances. Je pense au cas du chlordécone, mais appliquons-le à d'autres. Est-ce que pour autant elles interviennent, cette propriété hormonale, dans la genèse de l'événement de santé que nous sommes en train de mettre en évidence, en admettant qu'il est vrai et que l'association nous montre quelque chose de vrai? Et cette question que j'aurais, cette fois-ci plus à l'intention des sciences expérimentales, mais je dirais aussi des physiopathologistes d'une façon générale, est-ce que les effets pléiotropiques médiés par les récepteurs hormonaux, je pense aux estrogènes, suffisent à expliquer les événements de santé observés? Car il ne suffit pas de dire qu'on est estrogénique ou anti-estrogénique, androgénique ou anti-androgénique pour automatiquement pouvoir, disons, impliquer dans une relation de causalité l'événement de santé. Plutôt l'inverse. Est-ce que pour autant, un événement de santé, même s'il a lieu de penser que les estrogènes ont leur mot à dire, car justement leurs effets pléiotropiques sont tellement importants, est-ce que pour autant c'est la propriété hormonale de la substance qu'on a mis à l'évidence qui est dans le cheminement causal ou physiopathologique de l'événement? C'est la question qu'en tout cas, en tant qu'épidémiologiste, je me pose et je continue à me poser. Je vous remercie. Merci. Nous avons des questions sur cet exposé. Oui. Est-ce que c'est si important que ça? Tu as, par exemple, les organophosphorés
te modifie la quantité d'acétylcholine, neurotransmetteur. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'aller chercher un effet hormonal pour expliquer des effets neurologiques? Et est-ce qu'il ne faut pas un peu élargir et ne pas être obsédé par le côté hormonal et élargir un tout petit peu la... Alors, ce qui m'a beaucoup plu de ton exposé et qui va tout à fait dans l'idée que je me fais, c'est que la problématique n'est pas celle des perturbateurs endocriniens telle qu'elle est quelque part quand même présentée, où c'est la méchante hormone et le méchant estrogène qui est en train de bousiller tout. Dans le mot perturbateur endocrinien, il y a deux choses. Il y a endocrinien, ô combien fort complexe, et dont on ignore beaucoup de choses. Et puis le mot perturbateur, qui, excusez-moi, mais ne veut dire absolument rien. Un perturbateur hépatique, peut-être à midi, vous allez avoir une perturbation hépatique. Hein, bon. Donc, voilà, on colle des mots. Alors, il y a un concept derrière, on le comprend, le concept. Hein, et bien sûr, on s'intéresse, parce que c'est une réalité. Il y a des substances qui ont des propriétés hormonales estrogéniques, c'est clair. Thyroïdiennes, c'est clair. Anti-androgènes, c'est clair. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait un petit peu élargir ce concept de perturbateur endocrinien à tout ce que tu as dit, métabolique, etc., etc. Et tu as parlé de récepteurs qui ne sont pas les récepteurs canoniques dans la perturbation endocrinien, c'est-à-dire le récepteur alpha et bêta des estrogènes et le récepteur aux androgènes. Donc je partage tout à fait ton point de vue. Cela étant dit, puisqu'on parlait du niveau de coût, je préfère parler de coût de ces substances chimiques, quel que soit son mode d'action, que le coût d'un mode d'action.